Même je vais même quitter les mails. Donc, si on doit s'envoyer des trucs, c'est plutôt par On est, téléphone ou je sais pas On est quoi. en direct. On est en direct, Stéphanie. Donc, on va laisser le temps aux gens d'arriver. Voilà, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. On a encore quelques minutes avant le début de la session, donc ça laisse le temps de se connecter. Bonjour. Alors, pour tous ceux qui arrivent, quelques petites recommandations. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, n'hésitez pas, pour ceux qui connaissent déjà le principe des webinaires, vous pouvez poser des questions dans un onglet qui est dédié à cela, donc qui s'appelle questions. Donc, comme son nom l'indique, c'est un endroit où vous pourrez poser des questions auxquelles nous répondrons à la fin du webinaire. Et puis, nous vous invitons, pour ceux qui sont déjà là, à participer à notre sondage, toujours dans l'onglet sondage, sur la partie droite de votre écran. Bienvenue à tous. Il y a à peu près une quarantaine de personnes connectées, donc on va attendre encore un tout petit peu, quelques minutes. Et oui, le lancement officiel étant à 10h15. C'est ça, on a 5 minutes. On a 5 minutes. Alors, vous pouvez commencer déjà à participer à notre sondage sur la digitalisation RSE, qui sera donc notre sujet aujourd'hui. N'hésitez pas. Donc, ce sondage constitué de 3 questions assez rapides et assez directes sur la digitalisation RSE, bien sûr. Nous vous donnerons le résultat de ce sondage en fin de présentation. Alors, allez, encore 2 petites minutes, 3 petites minutes. Voilà. Alors. Alors, bienvenue à tous. Je redonne quelques petites instructions. Si vous avez des questions, ça a commencé déjà, j'ai vu les questions. Damien, tu pourras ajouter un œil. Vous avez un onglet qui est dédié à cela dans la partie questions et n'hésitez pas à participer à notre sondage. Dans l'onglet sondage, restitution qui sera faite à la fin de notre présentation. Bon, on est à quelques secondes du démarrage, 10h14. On est prêt. On a des participants qui sont prêts également. Donc, voilà, on ne va pas tarder.
Voilà, une soixantaine de personnes connectées, donc ça avance, ça avance. Bonjour à tous. Alors surtout, pensez bien à poster vos questions dans l'onglet questions. Hein, ça nous permet à nous s'il y a beaucoup d'échanges sur le chat, d'identifier plus rapidement les questions qu'elles vous souhaitez qu'on réponde. Bonjour, je vois qu'il y a plein de personnes qui continuent à se connecter. C'est ça, ouais. On va vous laisser donc le temps d'arriver. Ouais, ça se connecte pas mal là, donc on vous donne encore quelques secondes pour démarrer. Allez, on est sympa. On est sympa. J'ai EasyPO et Elior, on est sympa. Donc, n'hésitez pas à participer à notre sondage. Bonjour, bonjour, bonjour aux nouvelles personnes aux nouvelles personnes connectées. Voilà, on rappelle que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions, ce qui nous permet de rapidement les identifier plutôt que dans le chat. Et que vous avez un petit sondage qui est disponible dans l'onglet sondage auquel vous pourrez participer tout au long de la présentation et pour lequel on fera une restitution en fin de présentation. Alors, si jamais on ne peut pas répondre à toutes vos questions, si elles sont très nombreuses, nous ferons une réponse à chacune de ces questions par mail, ensuite à chacun. Hein, on vous répondra sans aucun souci. Je crois qu'on peut démarrer, Stéphanie. Allez, c'est parti. Bah, écoutez, je vous souhaite la bienvenue. Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui est dédié à la digitalisation de la RSE. Comme je l'ai dit, vous pourrez poser vos questions dans l'onglet questions et participer à notre sondage dans l'onglet sondage. Alors, pour cette présentation, je suis entourée d'une équipe de choc que je vais vous présenter tout de suite. Donc, on va commencer par Damien Calais. Je te laisse te présenter. Oui, bonjour Damien, directeur technique de la société EasyPO. Nathalie. Bonjour à tous et bienvenue. Donc, je suis Nathalie Labat, directrice commerciale et marketing de la société EasyPO. Moi-même, je travaille avec Nathalie sur la stratégie marketing et nous avons le grand plaisir d'accueillir Antoine Radix qui va se présenter de la société Elior Group, qui est un de nos clients. Et vraiment, mille merci Antoine d'être présent aujourd'hui pour ce retour d'expérience. Bien, merci à vous de m'avoir invité. Donc, Antoine, je suis responsable du reporting RSE pour Elior Group et coordinateur climat. Merci Antoine d'être avec nous. Merci. Parfait. Alors, je vous invite évidemment à participer à notre sondage. Nous en ferons la restitution à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas, hein, c'est le 3e onglet en partant de la gauche. C'est un peu comme une visite immobilière. J'espère que vous vous retrouvez dans cet espace plutôt ergonomique. Donc, n'hésitez pas à participer à ce sondage. Nous ferons un petit point à la fin de la présentation. Nous vous adresserons également le contenu de la présentation pour ceux qui le souhaitent par mail à la suite de ce webinaire. Et nous allons tout de suite démarrer cette présentation avec Nathalie qui va tout d'abord nous présenter la société EasyPO, donc organisateur de ce webinaire. Oui, merci Stéphanie. Voilà, en quelques mots, la société EasyPO pour que vous puissiez nous situer. Donc, EasyPO est un éditeur de solutions digitales destinées au développement durable. La société a été créée en 2010 par Damien Calais et moi-même et elle est basée à Sophia Antipolis. Les solutions qu'on propose sont dédiées au pilotage de la démarche RSE et QSE des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Et notre objectif est de concevoir des solutions digitales innovantes, évolutives et ergonomiques.
Voilà, je n'arrive pas, bien sûr. Voilà, excusez-moi. Donc, notre plateforme digitale, plus précisément, elle est constituée de 4 briques métiers. Une brique RSE pour piloter la RSE, une brique QSE pour gérer les processus QHSE, une brique énergie pour le pilotage des consommations d'énergie et une brique carbone qui permet de calculer l'indicateur carbone d'une société, d'une activité, d'un service, d'un chantier, etc. Alors, les 4 briques fonctionnent sur le même principe, à savoir, elles permettent d'automatiser la collecte de données et leur consolidation, de calculer les indicateurs qu'on souhaite piloter, de générer automatiquement des plans d'action, d'amélioration et de réaliser le reporting. Les solutions sont disponibles à la fois sur ordi, mais également sur tablette et téléphone, en ligne et hors ligne, donc également sans connexion Internet. On verra plus tard ce que ça peut apporter, notamment de pouvoir disposer de l'outil sur une tablette hors ligne. Alors, nos interlocuteurs en entreprise, ils sont de différents services. Donc, on a évidemment les directions RSE et QHSE qui sont donc les premiers à souhaiter digitaliser leur démarche et centraliser les informations relatives à leur activité. Ils sont soutenus par les responsables et les opérationnels QHSE et RSE qui, eux, finalement, vont être les premiers utilisateurs de la solution et en première ligne. Donc, ce sont vraiment les deux premières catégories d'interlocuteurs, mais pas seulement. On a également en face de nous la direction des systèmes d'information, les DSI, qui souvent arrivent un petit peu au moment de la sélection de l'outil pour apporter leurs connaissances et leurs compétences logicielles et identifier le bon outil, s'assurer qu'il est effectivement évolutif, paramétrable, qui va être ergonomique et facilement utilisable. Quelquefois également, ils interviennent tout au long du projet et se chargent de configurer et d'améliorer la configuration de l'outil au fil des besoins. Et on a également les directions métiers. Donc là, je pense par exemple aux directions RH, les ressources humaines, au marketing et d'autres directions comme ça qui sont, transverses à la RSE, mais qui ont besoin également de piloter leurs indicateurs, de saisir de l'information dans l'outil et de disposer également d'un outil qui leur permet de suivre leurs indicateurs. Alors Stéphanie, je te rends la parole. Oui, merci Nathalie. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, on s'est inspiré, alors peut-être que ça va parler à certains, le Golden Circle de Simon Sinek. Alors, Simon Sinek, qui sait, alors peut-être qu'il y a des marketeurs et des communicants parmi vous. C'est un théoricien de la communication et qui considère que pour bien présenter et communiquer sur un sujet, il ne faut pas présenter d'abord ce que c'est, mais plutôt se poser la question de pourquoi, puis comment et ensuite quoi. Alors, c'est ce qu'on va faire. En fait, la première partie de cette présentation va concerner les raisons pour lesquelles il devient important de digitaliser sa démarche RSE. Ensuite, comment on digitalise, de quoi on parle en fait quand on parle de digitalisation de la démarche RSE, quel est le périmètre qui est couvert, comment on s'y prend en fait. Et puis finalement, on verra avec le retour d'expérience d'Antoine au sein de Elior Group, qu'est-ce qu'on digitalise finalement concrètement, qu'est-ce que ça veut dire digitaliser une démarche RSE et qu'est-ce que évidemment cela apporte en particulier pour un groupe de la taille d'Elior. Vous verrez qu'il y a des particularités, une certaine complexité dans la gestion de la démarche RSE. Alors, le premier sujet, donc vous l'avez compris, c'est pourquoi digitaliser. Alors, pourquoi ce titre? Bienvenue dans le Next Normal. Alors, vous avez peut-être entendu parler de cette expression, en fait, hein, le futur normal, parce que on s'est rendu compte, et je pense que la plupart des gens qui travaillent dans la RSE s'en sont rendus compte, avec la pandémie Covid-19, il y a eu une évolution vis-à-vis de certaines tendances qui se sont accélérées, en particulier tout ce qui va toucher à la digitalisation et à la RSE qui nous intéresse aujourd'hui. Et pour illustrer ça, en fait, on a, trois chiffres à vous proposer que Nathalie va vous présenter qui confirment vraiment cette tendance qu'on a, nous, ressentie sur le marché, en tout cas, de la digitalisation de la RSE. Donc, ce sont des chiffres qui ont été relevés après le premier confinement. Donc, ce sont des sondages qui ont été faits après le premier confinement pour comprendre l'état d'esprit des Français. Donc, on a noté que 82% des Français
attendent des entreprises qu'elles communiquent autant sur leurs résultats environnementaux et sociaux que sur leurs résultats financiers. Donc là, on voit clairement la place que prend la RSE versus la place des résultats financiers. On sent vraiment une tendance vers plus de RSE et plus d'engagement de la part des entreprises. On a 85% des Français qui sont convaincus que les entreprises auront un rôle clé à jouer pour une société plus durable et plus écologique. Donc là, je crois que ça part les chiffres parlent d'eux-mêmes. On veut vraiment accentuer une démarche plus durable dans nos activités. Et on a 72% des citoyens interrogés récemment qui considèrent que les enjeux environnementaux sont aussi importants que ceux liés à la crise sanitaire. Donc, on voit vraiment un lien de cause à effet. Et on a vraiment envie d'améliorer l'environnement et les actions menées au niveau environnemental et sociétal. Ce qui nous amène, Stéphanie, à une petite conclusion. Une grosse conclusion. Oui, alors par contre, je vois au niveau du chat que certains ont un souci de son. Alors, je me tourne un petit peu vers les modérateurs ou en tout cas les organisateurs du webinaire. Pour vous, c'est OK. D'accord. Alors, écoutez, il y a certaines personnes qui n'ont pas… Alors, pour rassurer tout le monde, c'est peut-être un problème effectivement de connexion Internet à voir. Sachez que le webinaire sera en replay. Donc, vous pourrez le regarder de façon peut-être plus simple si vous avez un souci de connexion Internet. Donc, écoutez, j'espère que tout est bon pour vous. Je me suis permis cette petite interruption pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème. Voilà. Alors, donc, Nathalie nous a présenté des chiffres. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ces chiffres? Alors, s'il y en a des spécialistes de la RSE dans la salle, vous allez me dire, oui, ça ne nous apprend pas grand-chose, c'est que effectivement la RSE, c'est important. Oui, mais ce qui est vraiment important, c'est qu'il y a une accélération. Et une accélération qui fait que la RSE devient un vrai critère de choix, un vrai élément finalement de compétitivité de l'entreprise. Et à partir du moment où on parle de compétitivité et d'éléments importants pour la gouvernance et la réussite de l'entreprise, ça veut dire qu'on va avoir besoin de monter en performance. Et pour monter en performance, on sait que le levier de la digitalisation va être un vrai élément important puisque ça va nous permettre de gagner sur beaucoup de plans. Et donc de mieux répondre aussi aux attentes de nos clients, de nos collaborateurs, de nos fournisseurs, bref, de toutes les parties prenantes en matière de RSE. Alors, quels sont justement ces bénéfices, on va dire, les plus souvent constatés, ce qu'on a pu voir nous auprès de nos clients, mais aussi sur le marché de la RSE en général. Nathalie, je te laisse présenter ces… Tout à fait. Si on devait résumer en 6 points clés, on va dire l'intérêt de la digitalisation de la démarche, ça serait les 6 points que je vais vous présenter. Donc, on a la collecte et la consolidation des données automatique. Donc, on ne va plus perdre de temps et je crois qu'Antoine va tout à l'heure nous expliquer comment Elior a vraiment réussi à optimiser cette collecte et cette consolidation des données automatiques qui plus est partagée dans un outil commun. On va pouvoir monter le niveau de qualité des données RSE collectées, déjà en évitant les risques d'erreurs de saisie, de ressaisie, de consolidation, notamment lorsque c'est fait via des tableurs. On va pouvoir développer la collaboration des équipes, on va pouvoir fédérer l'équipe autour d'un projet commun et on va même pouvoir leur donner accès en mobilité aux outils, ce qui va vraiment permettre de centraliser l'information, peu importe l'endroit où on se trouve. Donc, évidemment, on va monter en performance et en qualité des données et donc on va pouvoir piloter des plans d'action qui, soit dit en passant, peuvent être générés automatiquement. Et donc, on va avoir une vision globale à la fois des données, des indicateurs, des actions, de l'avancement des actions, et tout ça en quasi temps réel. Alors, ça facilite les audits parce que ça permet de fournir des preuves et des données structurées et consolidées et centralisées. Et ça permet également, in fine, de générer un reporting extra-financier de manière plus aisée. Antoine, peut-être que tu peux rebondir sur ces quelques points, notamment par rapport à ton expérience. Oui. Alors, je pense qu'il y a un enjeu qui est super important pour nous, en tout cas quand on parle de campagne de reporting RSE, par rapport à ces 6 bénéfices, c'est comment est-ce qu'on peut chercher à responsabiliser les parties prenantes internes, ou même plus largement des entités, sur des performances RSE. Ce qui arrive en fait souvent, c'est il va y avoir
un collaborateur qui va recevoir une demande d'un de ses collègues pour remplir un tableur, par exemple. Il va chercher des données, il va renvoyer la donnée. S'il a de la chance, il y aura peut-être quelques allers-retours pour consolider la donnée, mais généralement, en fait, ça va s'arrêter là. Alors qu'en fait, si on cherche à digitaliser une campagne RSE, par exemple, on aura une collecte qui va être plus simple, une consolidation qui va être plus simple aussi. Et généralement, en fait, avec les différents outils, on est capable de générer automatiquement des graphiques ou des choses comme ça. Ce qui fait qu'en fait, que le collaborateur qui va passer du temps en fait pour collecter la donnée et la consolider, il va tout de suite pouvoir voir en fait les différents KPI qui sont utilisés pour suivre la performance RSE d'un groupe ou d'un site. Ce qui fait qu'en fait, in fine, comme il va comprendre pourquoi si on lui a fait une demande et vraiment pouvoir suivre l'évolution des différentes données qu'il a remontées, il va chercher du coup à avoir une donnée qui va être plus robuste, parce qu'il va pouvoir aussi lui-même la valoriser. Et donc, si on a une collecte, une consolidation, une présentation des résultats qui est plus rapide, l'objectif à la fin, c'est vraiment d'avoir un meilleur pilotage d'une politique RSE. Parce que l'ensemble des contributeurs à en fait, un reporting RSE vont devenir acteurs du pilotage de la politique RSE. Alors, Stéphanie? Oui, j'étais occupée. Alors juste, j'en profite, je vois que certains d'entre vous posent des questions dans la partie chat. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, poser des questions dans la partie questions? C'est plus simple pour nous, pour pas passer à côté justement des questions et pouvoir répondre. Évidemment, on ne répondra pas à tout, hein, probablement, mais si vous pouvez le faire dans la partie questions, vraiment, ça serait super pour nous, ça serait beaucoup plus simple. Alors, on a vu la digitalisation. Pourquoi digitaliser? Parce que ça devient un vrai levier de compétitivité et puis qu'il faut donc travailler sérieusement ce sujet de la RSE. Alors, du coup, comment on s'y prend? Alors, nous, les personnes qui sont autour de cette table, on est convaincus d'une chose, c'est que pour digitaliser, il faut digitaliser sur une plateforme qui est dédiée à la démarche RSE. Ça, c'est un point important, c'est qu'il y a des spécificités. Donc, on n'est pas simplement en train de collecter de la donnée et de la restituer. Il y a tous des processus, il y a des gestions de plans d'action derrière, etc. Donc, on est vraiment sur une logique qui est de travailler sur une plateforme digitale dédiée à la démarche RSE. Alors, pour nous parler justement du périmètre qui est couvert, je vais donc inviter Damien, notre directeur technique et responsable, on va dire, du développement de notre solution RSE, pour nous expliquer justement les grands domaines que couvre la digitalisation de la démarche RSE. Oui, merci Stéphanie. Donc, pour nous, digitaliser la démarche RSE, en fait, ça comprend 4 piliers qui sont essentiels. Le premier pilier, c'est bien entendu le collecter et sécuriser. Donc, collecter, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement mettre à disposition des outils pour, d'une part, structurer les diagnostics. Ça va permettre de collecter de manière simple et sécuriser l'ensemble des données, en fait, dans un référentiel unique à l'entreprise. Et le dernier point, c'est bien entendu avoir une collecte étendue, c'est-à-dire que non seulement les collaborateurs vont pouvoir fournir des données pour leur entreprise, mais ce qui est très important, notamment pour la RSE, c'est de pouvoir inclure les parties prenantes externes du type fournisseur. Et enfin, donc c'est également avoir, on l'a déjà évoqué précédemment, c'est avoir une partie mobile, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de collecter des informations sur des smartphones ou bien sur une tablette. Le deuxième pilier, c'est analyser et agir. Donc, analyser et agir, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement piloter les indicateurs via des tableaux de bord. Donc, simplement pouvoir exploiter les données qui ont été collectées. Ça va permettre également de créer les plans d'action pour suivre cette démarche RSE. Le troisième pilier, restituer et piloter. Donc, la restitution, donc évidemment, ça va passer par le reporting associé, la génération des indicateurs, donc consolider l'ensemble des KPI qui auront été saisis sur la plateforme. Ça va être le pilotage des plans d'action. Et chose également importante, c'est le pilotage global de la démarche grâce à un système de relance automatique. C'est-à-dire, vous allez avoir des alertes qui vont apparaître sur la plateforme, vous allez avoir des envois d'emails automatiques
Et tout ça, ça va permettre vraiment de piloter l'ensemble de la démarche. Et le dernier pilier, qui n'est pas le moins important, c'est fédérer et valoriser. Donc, c'est effectivement, ça vous permet de motiver l'ensemble des collaborateurs autour d'une démarche commune. Je l'ai déjà mentionné, mais ça permet d'intégrer les parties prenantes, l'ensemble des parties prenantes en fait dans votre démarche. Et enfin, donc, ça va vous permettre de diffuser l'ensemble des résultats et des tableaux de bord qui ont été générés sur la plateforme. Donc, tout ça, ça a des effets collatéraux, des bénéfices. C'est que, d'une part, ça va vous permettre de maîtriser la politique RSE. Ça va permettre également de valoriser l'ensemble des indicateurs en fait auprès des parties prenantes et donc également d'assurer la conformité de la politique RSE. Enfin, je l'ai mentionné, donc il y a l'automatisation et la sécurisation de la démarche RSE. Et enfin, ça va permettre de faciliter les démarches d'audit. Ça, je pense que Antoine ne manquera pas de le mentionner un peu plus tard. Mais ça vous permet de récupérer directement l'ensemble des données, de les avoir pour les auditeurs. Et donc enfin, ça va vous permettre de gagner en performance RSE. Je l'ai déjà mentionné, valorisation des actions de la démarche RSE, communication sur les données chiffrées. Et chose quand même assez importante, c'est la réduction des coûts de pilotage RSE. Ça, je pense qu'Antoine, tu peux nous en dire quelques mots là-dessus. Il faut remettre ton micro. Aïe, 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 classique. Il fallait la faire. Voilà. Alors du coup, donc sur ce coup du pilotage RSE, effectivement, c'est donc moi, mon rôle, c'est de coordonner les différentes campagnes de reporting RSE, et donc mon objectif principal, c'est de demander à mes différents contacts de passer un minimum de temps sur la collecte des données. L'idée, c'est qu'en fait, Elior, par exemple, il ne paye pas ses correspondants RSE pour passer énormément de temps sur la collecte. On les paye pour qu'ils soient dans l'action, pour qu'ils puissent piloter et structurer notre démarche RSE. Donc, en passant par un outil qui est plus rapide, plus efficient, etc., ça va permettre vraiment aux équipes opérationnelles terrain de passer beaucoup plus de temps dans la valorisation et le pilotage des différents indicateurs plutôt que dans la collecte, où là, du coup, on a moins de valeur ajoutée. Donc, au final, vous vous retrouvez avec vraiment un avantage concurrentiel lorsque toute cette démarche est digitalisée. Alors, très bien, merci à tous les deux. Alors là, nous allons passer dans la vue. Donc, on a vu pourquoi digitaliser, comment digitaliser. Alors maintenant, passons vraiment dans le cœur du sujet. Alors, mais qu'est-ce qu'on digitalise en fait dans la vraie vie? Comment ça se passe? Parce que là, on a parlé de la théorie. Alors, c'est pour ça qu'on a invité Antoine Radix pour justement qu'il puisse partager son expérience autour d'un projet de RSE qui va s'ancrer évidemment dans une démarche RSE qui est assez forte au niveau d'Elior Group, ça fait vraiment partie de l'ADN de l'entreprise, et comment justement la digitalisation de cette démarche a permis aussi d'être plus performant de façon globale dans la démarche RSE pour Elior Group. Donc Antoine, je vais te passer la parole et tu vas commencer peut-être déjà par nous présenter l'entreprise dans laquelle tu interviens. Voilà, donc pour poser le contexte, je vais vous présenter du coup Elior Group et rapidement aussi notre politique RSE. Donc Elior Group, on a deux cœurs de métier, la restauration collective et le service. Donc le service, ça représente à peu près 10% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est en France. Et leur service gère 2300 sites, que ce soit en entreprise ou en santé ou en éducation. Mais notre principal cœur de métier, c'est vraiment la restauration collective. Donc en éducation, donc ça veut dire c'est de la crèche jusqu'aux études supérieures, en santé, donc par exemple en EHPAD ou dans les hôpitaux ou en entreprise. Donc Elior, c'est un très gros groupe, on nourrit tous les jours 4 millions de personnes dans presque 23 000 restaurants et points de vente, et ceci avec l'aide de plus de 100 000 collaborateurs. Un point qui est très important à avoir en tête, c'est qu'on est présent dans 6 pays. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire 6 pays pour nous? Ça veut dire 6 cultures différentes, 6 enjeux RSE,
six façons de voir la RSE et 6 façons de travailler. Au niveau de notre politique RSE, donc on a une politique RSE, on va dire, classique, hein, c'est sur 4 piliers. Donc un premier pilier qui est sur notre cœur de métier, c'est comment on peut proposer des choix bons et sains à l'ensemble de nos convives. Donc là, on a des enjeux, par exemple, sur la nutrition, ou par exemple, on est le premier opérateur de restauration collective à avoir mis en place le Nutri-Score en entreprise et en éducation, donc c'est en France et en Espagne. On a aussi des enjeux, par exemple, sur les recettes végétariennes. Sur notre deuxième pilier, donc, qui est les ingrédients durables, donc c'est vraiment sur ce qu'on met dans notre assiette. Donc là, on va chercher à mettre de plus en plus de produits bio, locaux, labellisés, issus de la pêche durable, ou des packaging responsables. Troisième pilier, assez classique, donc c'est le pilier plutôt RH, avec des enjeux sur la mobilité interne, sur la parité homme-femme, sur la santé-sécurité au travail, sur la formation, etc. Et notre dernier pilier, économie circulaire, donc là, c'est sur la lutte contre le gaspillage et contre le changement climatique. Donc ça, c'est pour l'aspect très quali, pour identifier quels sont nos principaux enjeux, mais derrière, on a mis en place vraiment une grosse partie sur du quanti pour vraiment chercher en fait, à suivre et à piloter nos différentes performances RSE. Donc tous les ans, on a mis en place un reporting annuel. Donc pourquoi? Donc, premièrement, évidemment, pour répondre à un besoin de suivre nos différentes performances RSE, et aussi pour répondre à une obligation réglementaire. Donc, tous les ans, Elior doit publier une DPEF. Donc, DPEF, c'est pour déclaration de performance extra-financière, où c'est un document qui est présent dans notre document de référence, où on présente notre gestion des risques et des opportunités RSE, nos politiques RSE et nos indicateurs de suivi. Ça, c'est important parce que ce document, en fait, fait preuve de notre politique RSE, notamment parce qu'il est audité, en fait, par un OTI, un organisme tiers indépendant. Et pour nous, c'est Deloitte. Donc, ce qui fait qu'en fait, tous les ans, Deloitte va auditer mon travail pour s'assurer que ce qui est présent dans la DPEF et tous les indicateurs quantitatifs soient robustes. Rapidement, comment est-ce qu'on fait notre reporting RSE? Donc, moi, je coordonne au niveau du groupe et ensuite, j'ai un réseau de référents RSE, donc j'en ai au moins un par pays. Et c'est ces référents RSE qui vont être en charge de coordonner, eux, dans leur pays, les campagnes de reporting. En parallèle, on a aussi d'autres reporting RSE et RH sur des enjeux, par exemple, sur la mobilité interne ou sur la parité homme-femme, qui sont là soit de façon mensuelle ou trimestrielle. Donc, on a choisi de digitaliser notre reporting RSE. Donc pourquoi? Donc comme je l'ai dit précédemment, c'est pour responsabiliser l'ensemble de nos parties prenantes en faisant en sorte que ce soit plus rapide, plus facile à consolider et que l'ensemble des collaborateurs puissent en fait prendre la main en fait sur leurs données et qu'ils puissent eux-mêmes présenter les données qu'ils collectent. Et on a aussi un fort enjeu sur comment est-ce qu'on cherche à coordonner au mieux cette performance RSE au sein d'un grand groupe. Précédemment, donc on était sous tableur. Donc les tableurs, c'est un très bon outil pour ceux qui le maîtrisent très bien, mais ça a des limites. Même si, par exemple, moi, je maîtrise Excel, mes collaborateurs avec qui je travaille, peut-être pas forcément. Donc, l'idée, c'était qu'en fait, on a voulu vraiment avoir un outil qui soit commun à tous, où en fait, on a l'ensemble de nos reporting RSE, donc c'est beaucoup plus lisible pour l'ensemble de mon réseau de référents RSE. Et du coup, on a une plateforme où nos collaborateurs, ils peuvent mettre des données quantitatives, ils peuvent mettre des commentaires, ils peuvent mettre des documents. Ce qui fait qu'aussi, ça permet d'avoir beaucoup moins de mails. Parce que par le passé, ce qui se passait, c'est donc j'envoyais en jour J, du coup, 6 fichiers aux 6 pays. Mais en fait, au bout de 3 semaines, j'avais en fait 40 fichiers parce que j'avais fait 3 allers-retours avec les US, 3 allers-retours avec l'Italie. Ça demande une gestion de projet qui est totalement réalisable, mais c'est pas optimisé et en fait, on perd du temps. Du coup, ça fait des coûts opérationnels qui sont plus importants. On a aussi un enjeu autour de la sécurisation et de l'automatisation du reporting RSE. Donc ça, c'est aussi notamment une demande de Deloitte avec l'idée de, le moins l'homme va toucher à quelque chose, le moins il y aura d'erreurs. Parce que l'idée, c'est qu'une plateforme digitale, si elle est bien codée, ça ne va pas bouger. Et donc, on aura une donnée qui sera plus robuste in fine si c'est automatisé aussi. Au niveau des bénéfices, donc ça nous a fait gagner du temps, du coup, au niveau groupe, mais aussi au niveau entité, parce que maintenant, l'ensemble des collaborateurs, ils ont une seule plateforme où ils peuvent mettre tous leurs documents, c'est plus rapide pour collecter et pour consolider, parce qu'eux aussi, maintenant, ils sont acteurs de la consolidation de leurs données.
Et au niveau du groupe, ça m'a fait aussi gagner du temps. Donc, pourquoi? Donc, notamment, pour reprendre ma façon de faire avant avec les tableurs. Donc, j'envoyais le jour J, je leur disais, vous avez 2 semaines pour me renvoyer le fichier complété. Et évidemment, dans le meilleur des mondes, au bout de 12 jours, j'avais quelque chose. Et au pire, au bout de 15 jours, j'avais quelque chose. Et en fait, entre ce laps de temps, je devais attendre. Alors que là, ce qui se passe, c'est que comme j'ai un profil administrateur sous EasyPO, en fait, je peux consolider la donnée en même temps qu'il la complète. Ce qui me fait gagner beaucoup de temps et ce qui fait qu'il n'y a pas une période de rush pendant une semaine où je fais que de la consolidation de données. Et donc, du coup, tout ceci, donc si du coup, c'est plus facile de collecter et de consolider, c'est automatisé, ce qui fait qu'en fait, on a des audits qui sont beaucoup plus efficients et qu'on est beaucoup plus crédible en fait face à Deloitte quand on présente notre reporting RSE et quand ils auditent. Donc, quand on cherche à digitaliser, donc ça va crédibiliser en externe, mais aussi en interne. Parce qu'il y a aussi tout un enjeu de le fait de montrer que pour faire du reporting RSE, par exemple, on a besoin d'un outil digital, ça professionnalise la RSE, ça montre qu'on ne fait pas ça sur un coin de table, en gros. Et aussi, ça montre que si l'entreprise est prête à investir dans un outil, ça veut dire qu'elle considère qu'il y a vraiment un intérêt business aussi de suivre de façon robuste et efficace une campagne de reporting RSE. Eh bien, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Je pense que c'est tout de mon côté. Alors, c'était déjà très riche, Antoine, merci. Alors, justement, juste pour faire un petit zoom, alors là, on a effectivement vu comment ça se passait d'un point de vue plus global, effectivement, dans la démarche et la digitalisation. Là, on va faire un petit zoom, peut-être que vous allez faire en duo avec Damien sur le rôle, en fait, de l'outil digital, à quel moment c'est intervenu, puis comment ça s'est organisé. Ce projet de façon à ce que la solution EasyPO colle vraiment aux attentes d'Elior Group. Damien, oui, je te laisse la parole. Voilà. Oui, merci Stéphanie. Donc, au final, sur l'installation et la mise en place en fait de l'outil pour Elior Group, je dirais qu'il y a eu 3 points clés. Le premier, c'est tout d'abord tout ce qui concerne la définition et la configuration des indicateurs RSE. Donc, ça, pour moi, ça reste un point clé puisque c'est-à-dire que les indicateurs sont entièrement configurables sur la plateforme. Antoine peut lui-même les modifier, peut en rajouter. Et ça, c'est très important de l'avoir sur une telle plateforme. Ce qui est intéressant également, c'est que donc on peut définir des indicateurs quantitatifs, mais on peut également définir des indicateurs qualitatifs. D'autre part, ces indicateurs, ils sont enrichis par des informations supplémentaires du type, par exemple, définir des seuils, définir des plafonds, définir des caractéristiques, indiquer aux collaborateurs la source de l'indicateur. Donc ça, c'est très important pour, encore une fois, faciliter la collecte d'informations. Et le troisième sous-point, je dirais, de ce point clé, c'est la robustesse et la cohérence des données. Donc effectivement, Antoine l'a mentionné tout à l'heure, donc la possibilité de mettre en place, donc ça c'est ce qu'on a fait également pour Elior Group, c'est-à-dire qu'on a mis des règles en place sur des valeurs d'indicateurs, ce qui permet d'avoir des alertes email ou d'avoir des warnings et sur une variation, par exemple, d'une valeur d'indicateur par rapport à l'année N-1 ou bien par rapport à une valeur de référence. Donc ça, c'est très important. Et une fois que tous ces indicateurs sont définis, eh ben, il ne vous reste plus qu'à les insérer dans des formulaires, dans des trames de formulaires qui vont être diffusés pour la collecte des données. Donc là, encore une fois, c'est intéressant parce qu'on peut créer autant de trames comme on souhaite. Donc, comme l'a mentionné Antoine, on peut faire une campagne de collecte des indicateurs RSE, mais Elior Group a également mis en place toute la collecte de ces indicateurs RH. Donc après, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'avoir une plateforme hyper configurable
pour les clients afin qu'ils puissent vraiment faciliter toute cette démarche. Donc, une collecte simple, donc ça, effectivement, donc l'outil qui a été mis en place pour Elior Group, bah, c'est un outil multilingue, donc en français et en anglais, avec la définition de l'arborescence qui permet, donc, comme l'a mentionné Antoine, d'avoir les différents sites qui sont présents, les différents périmètres sur lesquels les données vont être collectées. Et ensuite, bah, il suffit de lancer les campagnes de collecte. Donc, les formulaires sont mis à disposition auprès des collaborateurs et Antoine peut chapeauter en fait l'ensemble de la démarche grâce à des indicateurs sur l'avancement de la collecte des données, sur la cohérence des données et comme il l'a dit précédemment, effectivement, il peut consolider l'ensemble des données immédiatement. Si je peux ajouter juste quelque chose sur cette partie-là, un point qui a été vraiment ultra bénéfique pour nous, c'est que donc forcément notre campagne de reporting RSE, elle évolue au fil du temps parce qu'on a une politique RSE qui évolue. Donc parfois on doit mettre à jour des indicateurs, on doit juste créer des nouvelles campagnes de reporting sur des sujets un peu plus spécifiques. Et le fait en fait de passer par une approche en fait où on a des templates et on peut mettre à jour ces templates très facilement, bah, ça nous fait gagner du temps. Si on doit créer une nouvelle campagne de reporting, bah, je n'aurais pas à passer 3 jours à créer un tableur. C'est beaucoup plus efficient aussi. D'accord. Merci Antoine. Et donc effectivement, le dernier point clé, donc c'est l'analyse, c'est on va dire la mise en forme de l'ensemble des données et des indicateurs qui auront été collectés via des tableaux de bord de pilotage en fait qui vont être mis à disposition. Donc l'outil, effectivement, il va permettre de créer des tableaux de bord thématiques dans lesquels des éléments de type graphique, des tableaux d'analyse vont pouvoir être mis en place et vont pouvoir être exploités par les utilisateurs. Donc, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que Antoine, il a une vue globale sur Elior Group, donc il peut faire des consolidations, il peut avoir ses tableaux de bord au niveau Elior Group, mais après, chaque interlocuteur RSE dans les différents sites, donc en Inde, aux États-Unis ou bien en Italie, peuvent avoir leur propre tableau de bord pour avoir leur performance au niveau de leur pays. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de préciser. Voilà. Merci. Stéphanie, remets ton micro. On a fait le tour. Ok, moi aussi. Je pense qu'on va mettre 1 euro dans le nourrin à chaque fois qu'on l'a fait, je crois. C'est ça. Alors, justement, donc, nous avons donc vu pourquoi digitaliser, comment digitaliser et que digitaliser. Donc, on arrive à la fin de notre présentation, mais pas à la fin de notre webinaire, puisque on pourra poser quelques questions. À la fin, je vais d'abord vous restituer le sondage. Alors, c'est intéressant. Ça a été en moyenne 30 à 35 à voter. Alors, on vous demandait comment pilotez-vous la RSE aujourd'hui. Alors, vous êtes 71% à le faire avec Excel, tableur. 17% autres. Alors là, on a supposé que c'était peut-être plus manuel, hein, aucune externalisation. Et vous êtes 11% à avoir déjà un outil dédié. Donc, on voit que la digitalisation, au sens où nous l'entendons chez EasyPO et Elior, est en marche, hein, mais on est encore beaucoup sur des solutions à base de tableurs, effectivement, qui ne sont pas forcément dédiées à la RSE. La seconde question qu'on vous pose, c'est est-ce que vous envisagez de digitaliser votre démarche RSE? Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes quand même 75% presque à répondre oui à court ou à long terme. En tout cas, c'est quelque chose que vous envisagez. Certains aussi n'ont pas encore le budget dédié pour cela. Vous êtes 22% et vous êtes encore 6% à prendre. Le tableur suffit, alors ce qui est tout à fait légitime, hein, puisque chaque outil va s'adapter à chaque contexte. Et puis alors ça, c'est intéressant de savoir justement qui, chez vous, finalement, dans les entreprises, sont chargés de la recherche de ce type d'outils. Alors à 75%, quand même, vous nous répondez que ce sont plutôt les directeurs et responsables RSE, alors ce qui est plutôt quelque chose d'assez logique. On a quand même 3%
qui le confient à la DSI ou au responsable informatique. Vous êtes 16% à le confier à quelqu'un d'autre. Et puis encore 6% aux stagiaires. Alors, j'espère juste que le stagiaire n'est pas tout seul et que vous en prenez bien soin et qu'il travaille avec vous. Parce que justement, alors c'est très bien d'ailleurs parce que ça me permet de faire une très bonne transition avec la suite. Puisque justement, on avait envie, pour conclure, de vous parler un peu de la maturité de la digitalisation RSE. Alors, on s'est amusé avec Damien et Nathalie à partir de la pyramide de Maslow. Alors, vous avez peut-être vu ça à l'école, hein, sur les besoins, la motivation. Et on s'est amusé en fait à calquer cette pyramide de Maslow sur la digitalisation RSE parce qu'on se rendait compte en fait que plus on avançait dans nos besoins, en fait, qu'on montait en haut de la pyramide, et plus finalement la digitalisation devenait un outil pour faire du directeur RSE, de la direction RSE, en tout cas un vrai acteur de la transformation de l'entreprise. Effectivement, les besoins de base, c'est quoi? C'est d'abord d'avoir une plateforme digitale, de pouvoir déjà collecter, consolider ces données. Ça, c'est le besoin de base. Et c'est là où la plateforme digitale va permettre de le faire mieux, puisqu'elle va permettre en plus de le faire en mobilité et en ce qu'on appelle 24/7, hein, donc avec beaucoup de liberté. Le deuxième point qui est très important, et ça on l'a vu en particulier, Antoine a beaucoup insisté là-dessus sur l'aspect robustesse, donc le besoin de sécurité, finalement, cette automatisation, centralisation, sécurisation des données RSE. Ça, c'est un autre besoin de plus en plus important des directions RSE. Et puis, évidemment, le troisième stade, qui est le besoin d'appartenance, qui va être justement cet aspect de fédération des équipes, de collaboration, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai un outil qui est partagé par tous avec des méthodes qui sont identiques, parce que aussi souvent quand on travaille avec des entreprises différentes au sein d'un groupe, on peut se retrouver avec des méthodologies différentes. Là, ça permet de partager un référentiel de pratiques et de données. Donc, c'est important et ça va permettre de développer la collaboration. Puis ensuite, de gagner en crédibilité. Pourquoi? Parce que en fait, nos actions, on va pouvoir les valoriser. Les actions RSE, on s'appuie sur des données chiffrées, faciles à lire, parce que l'intérêt aussi du reporting, c'est ça. Et puis, effectivement, le besoin d'accomplissement, hein, qui est le besoin qui est tout en haut de la pyramide de Maslow et que nous, on a interprété aussi comme étant le fait que les directions RSE, étant maintenant des véritables business partners finalement au sein de l'entreprise, vont vraiment être acteurs de la transformation de l'entreprise, cette entreprise qui est en train de se digitaliser, mais aussi de se RSEiser, de se responsabiliser, de devenir un vrai citoyen. Voilà, on avait un petit peu envie de partager avec vous cette réflexion, en tout cas de se dire que la digitalisation, c'était un outil aussi pour les directeurs RSE, pour monter en compétences, en puissance et en implication au sein de l'entreprise. Donc, vous l'avez compris, notre propos, c'est de dire effectivement la digitalisation de la démarche, eh bien, ça sera votre meilleur allié pour devenir acteur de la transformation RSE. Alors, vous avez quelques questions. Est-ce que vous souhaitez que je fasse une petite sélection, Damien, Nathalie et Antoine? Alors, il y a une question qui est revenue plusieurs fois. Le délai de… je ne sais pas si tu l'as vu passer, le délai de mise en œuvre. Alors, tout à fait. Il y a le délai et le budget de mise en œuvre qui est passé plusieurs fois. Peut-être que tu peux répondre, Nathalie, sur ce sujet. Le délai, je vais donner la parole à Damien. Sur le délai, moi, je peux annoncer déjà entre 1 et 3 mois. Et on est sur environ, vraiment la moyenne, c'est vraiment du 2 mois. Et Damien, peut-être que tu peux compléter l'information. Oui, alors le délai, en fait, il va dépendre un petit peu du nombre d'indicateurs, des campagnes et de la complexité un petit peu de l'organisation. Mais effectivement, entre 1 et 3 mois, c'est un bon chiffre. Puisqu'après, c'est effectivement… Après, il y a également l'intégration des données historiques, puisque chez nous, l'intérêt, c'est aussi que les entreprises, lorsqu'elles utilisent nos outils, elles ne partent pas de zéro, donc on peut leur intégrer leurs données historiques. Comme ça, ça permet déjà de faire des comparaisons. Mais voilà, en fonction des disponibilités de chacun, c'est entre 1 et 3 mois. Et pour compléter ça, je vais un peu plus loin que la question. Antoine l'a relevé tout à l'heure. Donc, évidemment, il y a une formation qui est donnée avant la mise en production de l'outil, de façon à ce que les utilisateurs soient complètement autonomes sur cette configuration une fois que c'est mis en production, c'est-à-dire que chacun puisse ajouter, retirer un indicateur, un utilisateur,
faire des tableaux de bord, parce que évidemment, les besoins vont évoluer au fil du temps. Et voilà, vous n'avez pas besoin de solliciter EasyPO à chaque modification d'indicateur. Je crois qu'Antoine, il s'en sert pas mal de cette opportunité. Ah oui, oui, oui. Bah, voilà. Je suis indépendant sur le sujet, du coup, maintenant. C'est ça. Alors, il y avait une autre question aussi peut-être qui permettait de répondre à plusieurs choses. Il y a quelqu'un qui nous demandait au terme d'indicateurs, est-ce que EasyPO aide à définir les indicateurs ou pas? Et puis, il y a une autre question qui était justement, est-ce que vous travaillez avec des partenaires consultants? Alors, l'intérêt d'EasyPO, c'est vraiment cette liberté qu'on peut avoir, effectivement, d'être accompagné ou pas, ou de gérer en interne. Nous, on fournit essentiellement l'outil. Peut-être, Nathalie, tu peux compléter sur ce sujet. On a deux façons de fonctionner. On a effectivement les sociétés qui viennent nous voir en nous disant, moi, ça fait plusieurs années que je gère mes indicateurs et ma démarche RSE avec mon outil tableur. Voilà, je veux digitaliser, ça y est, je suis prêt. Auquel cas, on prend ce qui est fait et on adapte EasyPO à la démarche RSE de l'entreprise. Ça me permet d'insister sur ce point. C'est EasyPO qui s'adapte à votre démarche et pas l'inverse. Mais on a également des personnes qui souhaitent, qui font de la RSE, mais voilà, qui n'ont pas vraiment encore identifié leurs indicateurs. C'est pas encore cadré, on va dire en termes d'indicateurs. Et là, on fait un pré-accompagnement. Donc là, avec des partenaires, on les accompagne quelques jours pour mettre en exergue les enjeux, les indicateurs, la stratégie. Et avec ce résultat-là, on intègre l'information dans EasyPO et du coup, EasyPO est configuré suivant l'accompagnement. On propose vraiment un package qui va permettre d'aller sans bâcler, bien sûr, mais qui va permettre d'aller assez vite dans à la fois l'accompagnement et la mise en œuvre de l'outil. Voilà, l'idée, c'est vraiment de vous fournir un package global. Et ça m'amène, je crois, à une… Alors, ça ne m'amène pas, mais je vais quand même poser une question que j'ai vue passer, qui m'a paru très intéressante. C'est une des premières questions. Une personne qui m'a demandé pourquoi dissocier carbone, énergie, QSE, RSE, sachant que tout est de la RSE. Alors, entièrement d'accord, ça n'est pas dissocié dans la plateforme, au sens où on pourrait le comprendre. On a bien une plateforme unique avec 4 briques métiers qui communiquent entre elles, mais on a aujourd'hui des clients qui font purement du suivi de consommation de l'énergie sans être allés encore jusqu'à piloter leur RSE avec EasyPO, mais c'est en chemin. On a des personnes qui vont faire le bilan GES ou le bilan carbone de leur structure ou de leur activité ou de leurs produits, mais encore une fois, qui n'ont pas encore besoin de digitaliser la démarche RSE parce qu'ils ne sont pas encore définis vraiment tous les enjeux, etc. Mais on est d'accord que tout ce qui va être fait au niveau QHSE, donc idem pour la QHSE, donc après ça va un petit peu dépendre des interlocuteurs, mais évidemment que tout ce qui est fait et calculé dans la brique métier QHSE ou RSE ou carbone va se retrouver automatiquement dans la RSE. Et pour nos clients qui utilisent les différentes briques, évidemment que les choses sont interactives et communiquent entre elles. Donc, je suis complètement d'accord, ça n'est pas dissocié et pas dissociable. Je réponds à une autre question que j'ai vue également passer qui me paraît importante sur la partie carbone. Donc, on peut évidemment faire un bilan GES scope 1, 2, 3. On intègre la base carbone de l'ADEME, elle est régulièrement mise à jour et on a en interne des personnes, je ne sais pas si le terme est correct, mais entre guillemets certifiées ADEME ou en tout cas qui ont suivi la formation ADEME pour la réalisation des bilans qu'on appelait bilan carbone à l'époque et donc bilan GES aujourd'hui. Et donc, oui, la plateforme est entièrement compatible avec les indicateurs de la base carbone de l'ADEME. Je crois que c'est un point important. Et il y a une autre question aussi qui était intéressante sur est-ce que l'outil permet de faire un benchmark des indicateurs sectoriels ou général? Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup développé. En particulier, on travaille avec des organisations professionnelles, donc des groupements d'entreprises qui partagent l'outil et les pratiques et où justement, on a créé un espace dans lequel on a un vrai partage de pratiques et aussi où on peut se benchmarker. Donc, par rapport aux moyennes, par exemple, d'un secteur, alors ça, évidemment, c'est paramétrable, c'est à voir avec EasyPO ce que vous souhaitez, mais tout à fait, on peut vraiment imaginer cette notion-là, se benchmarker à l'intérieur aussi d'un groupe. C'est tout à fait imaginable et assez intéressant d'ailleurs pour mettre en place derrière des plans d'action.
On a alors une question donc, qui est posée par Sabine, qui la repose plusieurs fois sur la possibilité d'utiliser la plateforme pour la démarche qualité du développement des compétences et les audits Calliope. Donc, la réponse est oui. Et Sabine, je vous invite à prendre contact avec nous pour qu'on vous en dise un peu plus là-dessus, parce qu'on voilà, pour préciser un peu plus sur le domaine, sur la partie Calliope. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu as vu d'autres, Stéphanie? Là, je crois qu'on est de toute façon, on arrive à la fin. Ouais, il y avait une question intéressante qui était sur la connexion. Alors, il y avait une question, du coup, je vais un peu élargir. Hein, c'était est-ce que vous vous connectez à la comptabilité RSE? Alors, ce qui est intéressant aussi quand vous allez choisir un outil pour gérer votre démarche RSE, c'est aussi de pouvoir vous connecter, qu'il y ait une interconnexion, une interopérabilité avec le reste de votre système d'information. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on implémente beaucoup, c'est le fait que la solution RSE soit capable à la fois d'exporter de la donnée, mais aussi d'en importer et donc de s'intégrer dans votre système d'information existant. Ça, c'est un point important parce que ça permet justement de construire ça de construire un système cohérent et de façon assez fluide. Voilà. La question de Christine, je sais pas ce que c'était. Alors, peut-être qu'on peut revenir sur un point que Antoine a. Je pense que ça sera la dernière question parce qu'on est voilà. C'était comment ce type d'outil peut aider au niveau pour les audits. Je crois qu'Antoine en a parlé. Peut-être que tu peux redonner. 10 secondes pour finir. Alors du coup, pourquoi? Parce que du coup, on a une plateforme du coup qui est automatisée et donc ça vraiment les auditeurs apprécient beaucoup. Ça montre que la RSE se professionnalise. Et aussi, du coup, on a une plateforme où, du coup, on peut avoir du quanti, des documents, etc. Donc, ça simplifie aussi tout ce côté où on va chercher à centraliser la donnée. Et comme en plus, comme je t'ai dit, nombreuses fois, on aura dans l'outil moyen de consolider aussi la donnée, ça permet en fait à la fin d'avoir des audits qui sont plus efficients pour ça. Merci Antoine. Stéphanie, je te laisse le mot de la fin. Oui, écoutez, je vous remercie. Alors, il y a encore des questions. Alors, juste parce que je vois qu'il y a plusieurs questions qui remontent et nous sommes tenus par le temps. Alors, par contre, comme on vous l'a dit, nous allons répondre à l'intégralité des questions par mail. On va vous adresser aussi à tous les participants le support. Donc, comme ça, vous aurez ce qui nous a servi de support. Vous pouvez évidemment revoir ce webinaire peut-être avec d'autres membres de votre équipe pendant 15 jours sur la plateforme ProDurable. Voilà, donc en tout cas, on vous remercie que vous soyez venus aussi nombreux. On espère vous avoir convaincu d'avancer vers la digitalisation RSE. Un grand merci, Antoine, vraiment, je ne le dirai pas assez, à la fois pour ton implication dans la démarche RSE, puis vraiment d'avoir accepté de témoigner et de présenter. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'informations. Voilà, on est à votre disposition. Voilà, merci à tous. Il y a quelqu'un qui m'a demandé dans le chat, j'ai répondu comment nous contacter. Là, j'ai remis le slide de contact. Vous pouvez, voilà, vous avez les coordonnées. Vous pouvez, de toute façon, vous allez retrouver, on va vous envoyer la présentation, donc vous aurez nos coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur ce qui a été dit, si on n'a pas répondu à toutes vos questions, etc., etc. On est à votre disposition pour toutes les informations souhaitées. En tout cas, on vous remercie de vous être connectés nombreux. Ça a été un plaisir, en tout cas pour moi, et je pense pour toute l'équipe, de vous présenter ce partenariat avec Antoine sur la digitalisation RSE chez Elior Group. Merci à tous. Merci à tous. Et je vous ai mis le lien vers le témoignage d'Antoine sur notre site web. Voilà, merci beaucoup à tous. À bientôt. À bientôt. À bientôt.